déjà posté la partie maquillage, la partie où on choisit la tenue, et il manque la partie où je fais vos cheveux. Mais malheureusement pour moi, je suis allée aux 24 heures du Mans camion ce week-end et je suis tombée malade. J'ai de la fièvre, j'ai le nez un petit peu pris et la gorge un peu prise aussi. Bon, rien d'extraordinaire, mais je vous avoue que je suis fatiguée et je ne me voyais pas vous filmer un jeu de rôle complet. Donc, ce soir, je me pose avec vous pour qu'on discute de mes lectures du mois de septembre. Et j'ose espérer que dans la semaine, j'aurai un peu de courage pour vous poster dimanche la dernière partie de ce jeu de rôle shooting photo. Voilà, donc ne m'en voulez pas, mais c'est compliqué de faire des longs jeux de rôle quand on a de la fièvre. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai lu, je crois, 5 livres. Donc, c'est relativement peu compte tenu de ce que je pouvais lire avant. Mais les fins d'année sont toujours un peu compliquées pour moi et chargées en termes de travail. Donc voilà. J'ai donc lu, enfin terminé puisque je l'avais commencé au mois d'août, Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi, qui est un livre français. J'ai commencé une série de 3 livres, mais j'en ai lu que 2 pour l'instant, donc c'est A Not So Meet Cute et sa suite So Not Meant to Be. J'ai lu en papier la suite de la série Beautiful de Christina Loren, donc Beautiful Bitch et Beautiful Sex Bomb, et j'ai commencé, et là vous avez le droit de vous moquer, à lire les Harry Potter. J'en suis qu'au premier pour l'instant, je le lis en version originale, mais je pense que j'ai pas besoin de le préciser, vous pouvez les lire en français. D'ailleurs je suis convaincue que je fais partie des rares personnes qui n'a jamais lu les Harry Potter, mais j'ai jamais accroché au style de J.K. Rowling, surtout en français. Et depuis quelques temps, je vois pas mal de TikTok passer sur le thème d'Harry Potter. En même temps, l'automne revient, donc je pense que c'est la bonne période pour lire les livres ou regarder les films. Et mon cousin est un très grand fan d'Harry Potter, donc je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que c'est juste la traduction en français qui voilà, ne te convient pas, essaie de les lire en anglais. Et pour l'instant ça va, je suis plutôt contente de ma lecture. Et voilà, mais je suis qu'au tome 1 et ils viennent tout juste d'arriver à Poudlard, donc voilà. Vous avez le droit de vous moquer. Enfin bon. Comme lors de la précédente vidéo, je vous mettrai les couvertures des livres juste ici, sauf pour les livres que j'ai en papier avec moi. On va commencer notre revue par Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi. C'est un livre que j'avais vu en papier à Leclerc, me semble-t-il, et le titre m'avait vraiment plu parce que rien qu'avec ce titre on sait on va passer un moment drôle, que c'est une comédie romantique sur fond de Noël. Et comme vous le savez, je lis tout le temps des livres de Noël. Voilà. Donc je vous lis la 4e de couverture et on discute de ce que j'en ai pensé. Sienna est une jeune femme appliquée qui aime son travail par-dessus tout, encore plus après avoir vécu une très longue période de chômage. Aussi, lorsque Knox, son nouveau patron autoritaire mais aussi très sexy, lui impose de passer Noël dans sa famille pour compenser une bourde qu'elle a commise, elle ne peut refuser. Pour ce dernier, l'aubaine est toute trouvée, et il n'aura pas à supporter sa famille de cinglés seul. Mais il n'avait pas prévu que son employé lui ferait autant d'effets. Pourtant, Knox ne contrevient jamais à la règle, ne jamais sortir avec une de ses salariés.
comment résister à l'objet de ses désirs, enfermé avec plusieurs jours dans la même demeure. Il est la glace, elle est le feu. Nox déteste les fêtes de fin d'année. Diana ne jure que par elle, et pourtant il devra composer avec ses fichues décorations de Noël pleines de paillettes qu'elle dépose partout autour d'elle. Après tout, ne l'a-t-il pas cherché? C'est un Noël qui promet de faire des étincelles. Voilà. Alors, j'ai donné à ce livre la note de 3 étoiles sur 5. Pourquoi, me demanderez-vous? En soi, les promesses du livre sont tenues. On a un rapport vraiment conflictuel avec une tension, une attirance entre l'employé et son patron. On a l'univers de Noël, il n'y a pas à dire. On a une famille un peu barjot. Le Noël est pas franchement des plus glorieux. Et voilà, donc en soi, on l'a. C'est une comédie romantique, c'est sûr. Aucun autre qualificatif ne lui irait à ce livre. Par contre, je pense que l'auteur a voulu se démarquer des films de Noël qui sont un peu, voilà, gnangnan, cucu, mais moi j'aime ça. Et vraiment créer un truc, elle a voulu en fait se démarquer. Le problème c'est qu'il y a de tout, mais en trop grosse quantité. Et les personnages et l'histoire en devient vraiment lourde finalement. Le patron qui... on peut avoir une attirance pour quelqu'un, je dis pas le contraire, mais le patron qui dès le premier regard envers la personne qu'il ne connaît pas, oh ça y est, c'est elle qui me réchauffe le cœur, je n'ai jamais ressenti ça depuis tant, il lui a à peine parlé. Voilà, donc oui, mais trop. Elle qui n'est toujours pas embauchée et qui se permet d'être franchement très... comment je pourrais dire ça, très cassante envers son potentiel nouveau patron et à lui faire des reproches. C'est pas comme ça qu'on obtient un job. Il lui donne le job parce que il a une attirance pour elle, mais il ne veut pas, il sait qu'il ne doit pas faire quoi que ce soit avec une employée. La raison pour laquelle elle se retrouve à passer Noël avec lui, c'est naze, je trouve. Et elle a voulu donner un tempérament de feu à son personnage, et le truc c'est qu'elle est vraiment tombée dans des clichés. C'était presque risible. Elle est d'origine latino-américaine, cette Diana, et je sais pas si vous connaissez la série Modern Family. Le personnage de Gloria, donc, qui est latino-américaine, elle en a fait une caricature. Voilà, c'est une caricature de ce personnage-là. Elle est bruyante, elle parle fort, elle s'excite pour rien. La famille, on a tous les clichés, hein. Le grand frère qui vit au crochet de la grand-mère, le père de Nox et de son frère qui s'est remarié avec une jeunette, la grand-mère ultra conservatrice qui dit que les femmes sont bonnes qu'à faire des enfants à cuisiner. C'était trop de tout en fait, c'était pas subtil et les personnages en devenaient risibles. Sienna en devenait presque insultante envers la famille de son patron alors qu'elle défend son bout de gras, bien sûr, mais là elle se permettait des choses. Non, en fait non. Ils finissent par se mettre ensemble, mais vraiment c'est... c'est pas pour un roman de Noël. En fait j'ai l'impression que on y a mis tous les clichés, mais pour que l'auteur évite de se voir dire oui, ben, c'est comme tous les autres. Elle a augmenté le volume sur absolument tout, secoué, et voilà, elle a fait un roman. Alors, je minimise absolument pas son travail, mais pour moi c'était trop de tout, en fait, trop de clichés, des personnages trop obtus, avec aucune nuance. Et c'est dommage parce qu'un personnage ça évolue durant un roman. Là, pas du tout. J'étais clash, sur réflexion, sur petite insulte. C'était pas pour moi vraiment. Maintenant, laissez-moi vous parler de A Not So Meet Cute. C'est le premier tome d'une
businessman, il travaille dans tout ce qui est achat d'immeubles, rénovation, etc. Ils sont milliardaires, voilà, clairement ils sont milliardaires. Huxley cependant n'arrive pas à sceller un deal avec un propriétaire d'immeubles. Pourtant il est sûr que si ce propriétaire lui vend ses immeubles, ils arriveraient avec ses frères à faire un truc incroyable vraiment. Sauf que malgré les nombreuses propositions, Dave refuse de lui céder, de lui vendre ses immeubles. Ses frères lui font remarquer que c'est parce qu'il est trop froid, trop businessman et que Dave c'est quelqu'un d'assez sentimental et qui n'arrive pas à se connecter sentimentalement parlant avec lui. Donc voilà, ils s'en foutent de l'argent. Dave, il veut vraiment une connexion avec l'acheteur pour que le travail se fasse bien, mais surtout qu'il y ait une relation vraiment fusionnelle, personnelle avec lui. Huxley est ronchon et décide d'aller chercher à manger pour lui et ses frères. Il croise Dave dans la rue et il est accompagné d'une jeune femme enceinte et avec une bague de fiançailles à la main, et comprend qu'effectivement il s'est jamais intéressé à la vie de Dave et donc il n'était pas au courant qu'il allait se marier, qu'il allait devenir papa. Ils se croisent, ils discutent et là Huxley ment en disant que lui-même vient d'apprendre qu'il va être papa et qu'il s'est fiancé. Forcément Dave, qui n'y croit pas trop, dit bah écoute, ça vous dit qu'on mange tous les 4 ensemble vendredi, soit dans 5 jours? Et dit oui, pas de souci. J'en parle à madame et je te recontacte. Sauf qu'il a ni fiancé, ni même aucune femme dans son entourage qui puisse se faire passer pour sa fiancée, enceinte de surcroît. De l'autre côté, on a une jeune femme qui vient de se faire renvoyer de son travail, qui vit encore chez ses parents et qui est désespérée et décide d'arpenter les rues des riches à Los Angeles pour trouver un mari riche pour pouvoir partir de chez ses parents et potentiellement combler un peu, enfin pouvoir rembourser son prêt étudiant. Voilà. Ces deux-là vont se croiser dans la rue et vont décider de passer un accord. Elle va devenir la fausse fiancée enceinte de Huxley et lui rembourse son prêt étudiant et lui propose de vivre chez elle en tout bien tout honneur. Voilà. Et là s'ensuit scénario improbable sur scénario improbable. C'est un livre qui est en anglais, voilà. Donc je pense pas que les droits aient été achetés en français, pourtant il est vraiment trop bien. Parce que je lui ai mis 5 étoiles à ce livre, je n'ai fait que rire encore et encore et encore. La tension entre les deux est vraiment chouette. C'est un peu le genre de livre où on sait ce qui va se passer, voilà. On nous apprend rien, on sait ce qui va se passer. On sait comment ça va se finir, puisque c'est une comédie romantique. Mais les situations dans lesquelles ils se retrouvent tous les deux sont vraiment à mourir de rire. Voilà. Ensuite, on passe à So Not Meant to Be, qui est donc la suite de A Not So Cute. Là, on suit Kelsey et Chippy. Chippy, c'est le petit frère de Huxley et Kelsey, c'est la petite sœur de Huxley. Kelsey, elle est auto-entrepreneuse et elle est vraiment dans l'organisation des espaces maison, bureau, mais avec des produits éco-responsables, respectueux de l'environnement, etc. Et durant le premier livre, sa sœur et elle travaillent ensemble et sont engagés par Kane Enterprise, donc la société immobilière des trois frères. Et finalement, ils travaillent ensemble. Le domaine d'expertise de Kelsey tombe sous la direction de Chippy. Et lui a dit une amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas. Il a ce genre de conversation avec elle parce qu'il a vraiment eu un crush sur elle quand il l'a vue la première fois et voilà, il a envie de la séduire. Sauf qu'il est un peu connu pour être un homme à femme. Kelsey, elle est très professionnelle et le contrat qu'elle a avec Kane Enterprise est vraiment quelque chose d'incroyable qui fait monter sa boîte de jour en jour. Donc pour elle, c'est ancré dans sa tête. Elle reste professionnelle, elle ne se lie pas franchement d'amitié avec les personnes
sur un site de rencontre où il match avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, et ensuite ces deux personnes se rencontrent uniquement pour la première fois dans un restaurant. C'est une grande romantique, elle a envie de trouver l'amour, elle jalouse gentiment sa sœur et Huxley parce qu'elle a envie qu'un homme la regarde comme ça, prenne soin d'elle comme ça, etc. Sauf que quand elle arrive au restaurant, son date c'est JP. C'est horrible, ça se passe super mal, ils arrêtent pas de s'envoyer des pics, de s'envoyer des réflexions, et à la sortie de là, ils se disent c'est bon, on n'a plus rien à se dire. Lui est vexé parce que même s'il essaie de lui montrer un bon côté de lui, elle reste sur ses préjugés, et elle, elle voulait trouver l'amour. Elle était persuadée de trouver l'amour ce soir-là, donc elle est déçue. Un froid s'installe entre eux jusqu'à ce qu'ils soient envoyés tous les deux à San Francisco parce qu'ils ont fait l'acquisition d'un vieux bâtiment là-bas. Et Huxley veut que Kelsey fasse le tour du bâtiment et voit ce qu'elle peut faire en termes de rénovation éco-responsable, développement durable. Et bon, comme c'est JP qui s'occupe, qui est juste au-dessus d'elle, il faut qu'il soit là-bas. Et au début, il veut vraiment pas la voir, il veut vraiment pas lui parler jusqu'à ce qu'il se rende compte que ces 2 semaines peuvent lui profiter à lui et lui montrer que au quotidien, puisqu'il partage un énorme penthouse, au quotidien, lui montrer petit à petit que il peut être l'homme dont elle rêve finalement, que oui, il a un côté joueur, etc. Mais que pour elle, il serait prêt à se ranger, qu'il a envie de se ranger, il a vraiment envie d'avoir une relation avec elle, d'être son petit ami, et il va lui prouver tout au long de ces 2 semaines à quel point, si elle lui laissait une chance, tout se passerait bien. Elle finit par se laisser convaincre. Il rentre. Et là, il se passe quelque chose qui vient tout bousculer. Et voilà. Pareil, c'est le genre de livre, on sait comment ça va se passer. Celui-là, pourtant, je n'ai mis que 3 étoiles et demie sur 5. Déjà, dans le premier tome, Kelsey, c'était vraiment une personne très positive, très douce. Dans ce livre-là, c'est devenu une pâle copie de sa sœur qui est un peu plus sanguine, quoi. Donc j'ai pas aimé ce retournement de situation parce que parfois elle pouvait se montrer vraiment méchante envers JP. Et pour moi ça collait pas avec le personnage qu'on avait vu dans le premier livre. Également, leur histoire est quand même assez similaire au premier livre. Même si les personnages ont des personnalités différentes, le cours de l'histoire est le même. Pareil, ce petit truc qui se passe quand ils reviennent, ce moment de cassure entre guillemets dans le couple, pour moi il a juste été ajouté là parce qu'il fallait que le couple soit challengé pour revenir en force, et j'ai vraiment moins été fan. Donc 3,5 sur 5, ce qui est pour moi une bonne note parce qu'on rappelle que c'est sur 5, donc la moyenne c'est 2,5, donc c'est un point de plus que la moyenne. Mais voilà, j'ai vraiment préféré le premier. Les scènes supposées être drôles dans le deuxième ne m'ont pas autant fait rire, mais c'était pas une mauvaise lecture. Pour ceux que ça intéresse, le troisième, donc on suit le plus jeune des frères qui a une meilleure amie pour le coup, qui est sa voisine également. Celle-ci va se marier et le problème c'est qu'elle s'entend pas avec sa belle-mère et elle va un peu missionner Breaker en tant que garçon d'honneur et témoin d'adoucir la relation avec sa belle-mère, sauf qu'il va se rendre compte en fait qu'il a toujours été amoureux d'elle. Voilà. Je l'ai pas lu, mais grosso modo c'est l'histoire du troisième livre. Mais j'ai voulu faire une petite pause et m'occuper un peu des livres que j'avais en papier dans ma bibliothèque parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas mis le nez et j'avais envie de commencer l'Harry Potter. Donc maintenant on va parler de ces 2 livres là. Donc dans l'ordre c'est d'abord Beautiful Peach et ensuite Beautiful Sex Bomb. À savoir que dans l'ordre réellement de lecture de la série, il y a Beautiful Bastard et Beautiful Stranger que j'ai déjà lu. Si vous les avez pas lus, en gros, dans Beautiful Bastard, Bennett et Chloé travaillent ensemble. Chloé est l'assistante de Bennett. Et il va y avoir un rapprochement entre eux parce que même s'ils s'aiment pas trop au travail, il y a quand même une tension entre eux. Ils vont avoir une histoire assez torride jusqu'à ce qu'il y ait une cassure. Voilà. Les comédies romantiques un peu comme ça suit
plus ou moins le même schéma. Dans Beautiful Stranger, on suit Sarah et Max qui se rencontrent dans une soirée dans une boîte de nuit et voilà, ils ont un rapport intime ensemble. Sauf que ils savent pas qui ils sont et pour qui, et il s'avère que Sarah est la meilleure amie de Chloé et que Max est le meilleur ami de Bennett. Et aucun des deux veut vraiment s'engager, donc ils vont se voir de temps en temps, voilà, entre deux adultes consentants, jusqu'à ce que leurs sentiments se développent. Mais un jour, Max se fait voler son ordinateur à un aéroport dans lequel il y a des photos de Sarah, puisqu'ils sont un peu exhibitionnistes sur les bords. Et un article va être écrit. Voilà. Là, on a donc Beautiful Beach. En réalité, dans l'ordre de lecture, c'est celui qu'on lit en troisième, mais on se fait un peu spoiler dans le deuxième parce qu'on apprend que Chloé et Bennett sont fiancés, donc je pense que celui-là doit aller entre Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, mais les auteurs ont dit que c'est le troisième à lire, donc je suis ce qu'elles ont dit. Ici on retrouve Chloé et Bennett. Ils sont malheureusement tout le temps très occupés avec leur travail. Ils vont déménager les bureaux de Chicago à New York. Il faut qu'ils trouvent un appartement où vivre à New York. C'est une société de communication publicité et entre les clients qui veulent avancer les dates de sortie d'une campagne publicitaire, eux qui travaillent plusieurs heures, ils ont du mal à se retrouver. Bennett finit par taper du poing sur la table et dire on va partir en vacances pendant 3 semaines parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on est tout le temps la tête dans le boulot et finalement on laisse notre relation de côté, c'est pas bon parce que c'est pas ce que je veux. Il appelle le fameux Max et celui-ci a une villa à Marseille et voilà, il part à Marseille. Chloé suppose arriver quelques jours plus tard, mais problème d'avion, elle est coincée à New York et lui il est tout seul à Marseille. Voilà, donc c'est un tout petit livre et c'est ce que j'aime bien de cette série, c'est que vous avez des poches qui font plus de 300 pages, presque 400 pages, donc on a vraiment l'histoire principale, mais avec des petits livres de 150 pages comme ça, on retrouve les personnages, parce que c'est compliqué d'intégrer d'anciens personnages dans de nouveaux livres. On a envie de dire tellement de choses sur leur avancement, mais on n'a pas envie de voler la vedette aux personnages principaux du nouveau livre. Donc faire des petites des 2.0, des 2.5 dans ce genre de format, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je crois que je lui ai mis 3 sur 5 également. Attendez, je regarde. Oui, je lui ai mis 3 sur 5. Alors c'est pas tant pour le contenu, parce que ça fait plaisir de retrouver Chloé et Bennett. C'est eux qui ont commencé qui ont été le premier couple de cette série Beautiful. Par contre, il y a un sérieux problème avec les éditions françaises, parce que les chapitres ne commencent pas avec le nom du personnage qu'on suit. C'est juste que la police d'écriture est différente. Et le problème c'est que certaines polices sont vraiment similaires. Et des fois dans le chapitre, on a un flashback, mais il n'est pas délimité. Donc à un moment j'étais en train de le lire et je dis mais attends, ça c'est un truc qui s'est passé dans le premier, pourquoi est-ce qu'il en parle au présent, je comprends pas. Je pense que c'est la mise en page du livre qui franchement des fois était... Voilà, heureusement c'est un petit livre, mais c'est la mise en page pour moi qui jure. Après il se passe pas grand chose d'exceptionnel, c'est vraiment une toute petite suite pour qu'on en sache un peu plus sur ce couple. Donc voilà, 3 sur 5 je pense que c'est bon. Et ici on a Beautiful Sex Bomb qui vient juste après Beautiful Beach. C'est le week-end d'enterrement de vie de jeune fille, de garçon de Bennett. Il se trouve à Las Vegas avec Max, Will et Henry. Henry étant le frère de Bennett. Ils sont dans une boîte de striptease, voilà. Et ses amis arrivent à le convaincre de se laisser faire pour un ou une lap dance, je sais jamais comment on dit. Il va dans une salle, il se bande les yeux et en fait la personne qui danse sur lui c'est Chloé, sauf que pour lui elle était à un week-end en ski. De l'autre côté on a Max qui est
celui qui a prévu tout ça. Et dans une autre pièce se trouve Sarah. À savoir que Max et Sarah sont exhibitionnistes, mais pas dans le sens péjoratif. Ils vont dans un club où ils ont des rapports dans une salle vitrée où d'autres personnes peuvent les voir, mais ils sortent pas dans la rue à poil. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé entre Beautiful Bastard et Beautiful Stranger parce qu'on a deux façons différentes d'un livre à l'autre d'exprimer sa sexualité. J'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, finalement, Max et Bennett n'arrivent pas à rester loin d'elle. À chaque occasion qu'ils ont, ils se faufilent hors du groupe pour aller les retrouver et passer un moment avec elle. Pareil, on est sur un petit livre. C'est une petite interstice, quoi, en quelque sorte. Les seuls points de vue qu'on a, c'est celui de Max et Bennett. Or, dans les autres livres, on a les filles aussi. J'ai mis 3 sur 5 parce que c'était pas une mauvaise lecture, parce que certaines situations étaient un peu drôles. Mais pareil, il se passe rien d'incroyable dans ce livre, quoi. C'est vraiment des petites pauses dans la trame principale de l'histoire pour nous permettre en fait d'avoir des petites scènes de vie, en quelque sorte des petites anecdotes drôles des personnages qui ont débuté cette série finalement. Chloé, Bennett, Max et Sarah. Voilà. Écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai lu. Comme je vous ai dit, j'ai commencé Harry Potter